Sous les reflets lumineux de la surface marine, s'étend un royaume que presque personne ne voit. Un monde sans bruit, sans fin, où chaque mouvement est soumis à une force écrasante. À mesure que l'on descend, la lumière s'efface, le bleu devient noir et la pression augmente, jusqu'à atteindre des niveaux capables de broyer le métal. C'est ici, dans ce froid permanent et cette obscurité totale, que la vie révèle son visage le plus extrême. Car dans les profondeurs, les organismes ne se contentent pas de résister, ils changent. Des espèces minuscules en surface deviennent gigantesques en profondeur. Des animaux que l'on imagine fragiles atteignent des proportions qui défient toute logique. Une simple crevette peut devenir aussi longue qu'un bras humain. Une méduse s'étale sur plusieurs mètres, imposante comme une habitation. Et quelque part, dans l'immensité noire des abysses, un calmar colossal atteint la taille d'un bus entier. Ce phénomène porte un nom précis, le gigantisme abyssal. Il intrigue les scientifiques depuis des dizaines d'années. Malgré les observations, les mesures, les expéditions, une question demeure. Pourquoi les profondeurs favorisent-elles les géants ? Est-ce le froid constant qui ralentit les processus biologiques? La pression extrême qui transforme la manière dont les organismes évoluent? Ou bien existe-t-il un mécanisme plus fondamental, une règle invisible, qui s'active lorsque la vie est poussée à ses limites absolues? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des mystères les plus fascinants de l'océan. Non seulement pour observer ces créatures hors normes, mais pour comprendre les forces silencieuses qui les ont façonnées en véritables colosses des profondeurs. Commençons par une évidence. Le gigantisme abyssal est réel. Il ne s'agit ni d'un mythe, ni d'une exagération médiatique. On le retrouve chez de nombreuses espèces vivant à plus de 1000 mètres sous la surface. Prenons un exemple frappant, l'isopode géant. À première vue, il ressemble à un cloporte, ce petit animal terrestre qui se roule en boule au moindre contact. Mais dans les abysses, ce même plan corporel prend une toute autre dimension. Bathynomus giganteus peut atteindre un demi-mètre de long et dépasser le kilogramme. Il arpente lentement les plaines abyssales, se nourrissant des restes qui chutent depuis les étages supérieurs. Un charognard massif, protégé par une carapace épaisse, conçue pour durer. Autre géant emblématique, le crabe araignée japonais. Ses pattes démesurées s'étendent sur près de 4 mètres, lui donnant l'allure d'une machine articulée sortie d'un autre temps. Son corps est relativement petit, mais son envergure dépasse celle de tous les autres arthropodes connus. En pleine eau, une autre créature repousse encore les limites, le calmar colossal. Si rare que seules quelques observations ont été confirmées, il est considéré comme le plus grand invertébré vivant. Ses yeux, aussi larges que des ballons de basket, sont les plus grands du règne animal. Dans les ténèbres absolues, voir plus loin signifie vivre plus longtemps. Chez les amphipodes, la transformation est tout aussi radicale. En surface, il mesure à peine quelques millimètres. Elle n'a pas de tentacules classiques, mais de puissants bras charnus, capables de capturer ses proies. Lente, silencieuse, elle flotte comme une apparition dans le vide abyssal.
D'autres méduses, encore plus discrètes, évoluent à plusieurs kilomètres de profondeur, leur corps translucide, ondulant comme des spectres lumineux. Même les sources hydrothermales abritent leurs propres géants. Les vers tubicoles riftia, longs de plus de 2 mètres, vivent dans des eaux brûlantes, chargées de substances toxiques. Sans bouche, sans système digestif, ils survivent grâce à des bactéries qu'ils hébergent dans leurs tissus. Ici, la grandeur ne vient pas de la chasse, mais d'une symbiose parfaite. Pourquoi cette taille démesurée? La réponse commence par des lois physiques simples. Dans les profondeurs, la température frôle le point de congélation. Rarement au-dessus de 4 degrés, l'eau froide ralentit l'ensemble des réactions biologiques. Le métabolisme diminue. La croissance devient lente. La consommation d'énergie baisse. Dans un environnement où la nourriture est rare, ce ralentissement est un avantage. Un organisme économe peut survivre plus longtemps entre 2 repas. Dans les abysses, celui qui sait attendre a plus de chances de vivre. Un autre élément clé, l'oxygène. L'eau froide en retient davantage, permettant au corps plus massif de fonctionner sans suffoquer. Là où les eaux chaudes limitent la taille maximale, les profondeurs froides ouvrent la porte à des organismes bien plus grands. Et puis, il y a la pression. À plusieurs kilomètres sous la surface, elle dépasse 400 fois celle que nous subissons à l'air libre. Pour les créatures abyssales, cette pression n'est pas une contrainte, c'est leur normalité. Paradoxalement, les corps volumineux résistent mieux à ces forces. Avec moins de surface par unité de volume, leurs structures internes sont plus stables. Ajoutez à cela la règle de Bergman. Dans les milieux froids, les grands corps conservent mieux la chaleur. Même un léger avantage peut faire la différence entre survivre ou disparaître. Mais la taille ne s'explique pas uniquement par la physique. Elle est aussi liée à la nourriture. Les profondeurs sont un désert d'énergie. Sans lumière, pas de photosynthèse. Sans photosynthèse, pas de production constante de vie. Les abysses dépendent de ce qui tombe d'en haut. La neige marine. Une pluie lente de particules organiques, souvent déjà consommées avant d'atteindre le fond. Parfois, un événement rare survient. La chute d'un grand animal mort. Une baleine, un calmar, un poisson massif. Ces carcasses deviennent de véritables oasis, capables de nourrir des écosystèmes entiers pendant des années. Dans un monde aussi imprévisible, la meilleure stratégie est la patience. Grandir lentement. Vivre longtemps. Les grands organismes ont besoin de moins d'énergie par unité de masse. Un isopode géant peut rester des mois, voire plus d'1 an, sans manger. Sa taille lui permet de stocker des réserves, d'endurer les périodes de disette. Cette croissance lente repousse aussi la maturité sexuelle. Le requin du Groenland, habitant des profondeurs, ne se reproduit qu'après plus d'1 siècle de vie. Dans les abysses, le temps n'a pas la même valeur. Moins de compétition, moins de générations simultanées, une stratégie pensée sur des siècles. Être grand, c'est aussi être en sécurité. Dans la zone de minuit, les grands prédateurs sont peu nombreux. Pas de requins blancs, pas d'orques. Les chasseurs existants sont spécialisés, patients, économes. Mais même eux ont des limites. Un corps massif, protégé, devient une cible peu rentable. Pourquoi attaquer un géant quand une proie plus petite demande moins d'efforts? Chez les calmars, la taille devient une arme. Crochet, puissance,
agressivité. Certains affrontent même les cachalots, laissant des marques visibles sur leur peau. Ici, la grandeur est à la fois bouclier et épée. Dans les profondeurs, où les cachettes sont rares et la vitesse coûteuse, grossir peut être la meilleure défense. Enfin, les abysses sont anciennes. Un environnement stable, peu modifié depuis des millions d'années. Cette constance permet une évolution lente, sans bouleversements brutaux. Certaines espèces sont presque inchangées depuis l'ère des dinosaures. Peu de concurrence, beaucoup d'espace. La taille devient alors un terrain d'expérimentation. Moins d'enfants, mais mieux préparés. Une reproduction tardive, mais efficace. Dans ce monde immuable, la stratégie fonctionne. Pendant des siècles, les humains ont parlé de monstres. Kraken, serpents de mer. Des tentatives maladroites pour décrire ce que l'on ne comprenait pas.